Alors, je me présente, je suis Rémi Borne, l'auteur du livre L'ufologie en Touraine, sorti en 2019. Donc cet après-midi, je vous parlerai de l'ufologie en Touraine, les différentes observations, mais ça sera axé principalement sur la soirée du 5 novembre 90. Donc, euh, donc j'anime aussi, j'animais des repas ufologiques sur Tours de 2013 à 2019. On a reçu beaucoup de conférenciers dans le milieu de l'ufologie. Et moi, j'ai commencé, pour parler de moi, j'ai commencé l'ufologie au lycée. Donc ça va faire, j'ai 60 ans maintenant, donc ça va faire pas mal d'années. Donc j'ai longtemps été abonné à des revues spécialisées comme LDLN. Donc on a eu l'occasion de rencontrer Joël Ménard, pour ceux qui connaissent. Et en partenariat avec OVNI Anjou, nous sommes à la 4e édition des rencontres d'ufologie de Montsouros. Donc nous avons créé une association et puis nous sommes donc, je disais, en collaboration avec OVNI Anjou qui eux sont basés à Angers. Nous sommes à Tours, donc Montsouros était, comme indiqué la brochure, nous sommes au milieu de à 60 km, Montsouros est à 60 km d'Angers et Tours est à 60 km d'Angers. Donc c'était parfait pour réunir les deux associations. Donc j'espère que la plupart des conférences auront lieu cet après-midi à partir de 14h15 et demain. Voilà, j'ai laissé la parole à Frédéric Brochard qui est président d'OVNI Anjou. Donc je me présente, donc moi c'est Frédéric Brochard, je suis président de l'association OVNI Anjou et un des cofondateurs depuis 1997. Donc j'ai à mon actif plus de 80 enquêtes de terrain. Et on a donc décidé avec Tufo de nous allier, entre guillemets, de nous relier pour pouvoir permettre de diffuser au plus grand nombre des informations concernant les phénomènes ovnis, mais surtout factuelles, autour des enquêtes de terrain. Donc dans cette première partie, on va donc présenter avec Rémi les ovnis de novembre 1990, 35 ans, présentation des faits. Donc en préambule à la présentation, est-ce que parmi vous, en simplement levant la main, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler, non pas de la date du 5 novembre 90, bien évidemment, plus ou moins vous avez vécu cette période, mais de cette vague d'observations de phénomènes extraordinaires à travers la France? Levez la main ceux qui ne connaissent pas du tout ces faits. Savoir si on passe directement à du plus dur, comme on dit. Donc voilà l'affiche de cette 4e édition, hein, qui est consacrée à ovnis et nucléaire, essentiellement, et surtout hein, en souvenir pour se rappeler des événements du 5 novembre 1990, donc les 35 ans, qui n'a pas été relayé, vous noterez, hein, au niveau médiatique, et très peu dans le monde ufologique. Et pourtant, Dieu sait si, en ce qui concerne les recherches qu'on a pu mener à ce sujet, il s'agit d'une vague majeure, une des plus importantes, si ce n'est la plus considérable sur un laps de temps aussi court en France, et pas qu'en France. Donc également une pensée à deux amis qui nous ont quittés, Jacques Garnier et puis Joël Ménard, avec lequel on a eu la chance de travailler, d'échanger, de partager. Et c'est aussi pour lui que nous continuons cette ufologie de terrain, qui est la base même des recherches et des découvertes en ufologie. Donc cette présentation du 5 novembre 90 se fera en 3 étapes. Donc la première partie ce matin sur les faits en France et à l'étranger. Cet après-midi avec Rémi, nous aborderons des cas extraordinaires en Anjou et en Touraine. Et demain, des cas extraordinaires en France avec Didier Gomez. Demain matin. Donc première partie, les faits en France et à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé Donc ce soir, vers 19h ou un petit peu après, un petit peu avant, beaucoup de personnes se sont manifestées à travers les médias, à savoir la presse, la radio, la télévision, mais également auprès de services de police, de la gendarmerie, pour signaler des phénomènes un petit peu partout en France qui ont
profondément marqué, troublé donc les différents témoins, les milliers de témoins. Donc là, sur l'article, là, c'est un article de Ouest France. Vous pourrez en retrouver plein dans le hall également, concernant beaucoup d'observations de phénomènes ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de repartir sur les faits. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au-delà de l'interprétation, sur lesquelles, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, reprenons les témoignages bruts, à l'état brut. Donc sur le document précédent, donc le document, donc là, il y a un témoignage d'un artisan qui évoque un phénomène qu'il n'a pas pu expliquer, qu'il a observé à Saint-Étienne-des-Bois, donc en Loire-Atlantique. Donc je vous invite à regarder sur les panneaux parce qu'il y a beaucoup d'informations, de textes, et donc vous avez le croquis de son observation. Il parle d'une énorme masse noire, une douzaine d'objets lumineux qui envoyaient des flashs de couleurs et d'intensité différentes. Lui a pensé à une escadrille d'avions, il n'y avait aucun bruit. Il a alors distingué une énorme masse noire qui se déplaçait au centre. De l'ailleurs s'échappait une fumée bleuâtre. Elle avançait rapidement et lui, il n'a pu la suivre que quelques secondes en direction du nord-est. Donc il estime à 300-400 mètres au-dessus de lui. La presse donc continue à se faire écho de ces phénomènes. Mystère qui tombe du ciel, les scientifiques perplexes, confrontés à l'inconnu, de quoi peut-il bien s'agir? Donc vous avez beaucoup d'éléments comme ça, un peu partout. Hein. Il y a énormément d'articles à travers la France qui ont été publiés concernant des choses pour lesquelles tous les organismes étaient complètement dans l'expectative. OVNI sur la France. Donc là, savoir que la date du 5 novembre, c'est un lundi. Les premières informations au niveau de la presse sont tombées le lendemain, l'information succincte, et beaucoup le 7 novembre, concernant les fameux phénomènes observés et pour lesquels donc, les premières hypothèses ont été émises. Météores, avions furtifs américains ou autre hypothèse, le doute persiste malgré la position de l'observatoire de Munich, il n'y avait pas d'observatoire à Munich. C'était une erreur d'interprétation. Donc vous avez un certain nombre de vidéos également au niveau de l'INA que vous pouvez elle passe pas celle-ci, bon. Que vous pouvez donc regarder, télécharger en ligne. Vous tapez OVNI 5 novembre 90 vidéo INA et donc vous avez les témoignages à l'état brut et également les commentaires des différents journalistes. Une grande leurre a traversé hier soir le ciel d'Anjou. Bon, là aussi, encore un article concernant tous ces phénomènes lumineux inexpliqués. Donc là, vous avez un article du mardi 6 novembre. Alors, la vague n'a pas survolé, enfin, la vague d'observation a aussi été constatée dans d'autres pays. Notamment, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Italie, vous avez la France, bien évidemment, vous avez l'Allemagne, vous avez également la Pologne, et même quelques cas que j'ai repérés au niveau de la Russie. Donc là, vous retrouvez quelques articles où ils font état, notamment dans l'article concernant les pilotes d'avion, hein, de pilotes, évidemment, qui ont observé ce phénomène. Alors, ici, bon, un petit dessin humoristique, un petit peu de ce qui s'est passé, bon, l'expectative, le côté humoristique. Un ovni, et donc il y a un extraterrestre, enfin le caricature d'un extraterrestre qui dit « À mon avis, c'est un phénomène naturel. » Donc prendre le contre-pas. Un article de presse Le Parisien qui date du 8 novembre 1990, qui indique un Mirage est parti aux alentours de 19h30 à la chasse de ce qui semblerait être le fameux ovni. Alors, après sont tombées les premières explications. Donc là, vous avez extrait de 2 documents officiels émanant du CEPRA que vous retrouverez dans la salle d'exposition dans le hall, expliquant un petit peu le positionnement de cet organisme. À noter, c'est qu'en fait, vous pourrez constater qu'en fait, il y a eu 2 saisies différentes au niveau des documents. Ce n'est pas la même typographie, ce qui voudrait dire que le document aurait été établi en plusieurs fois. Alors, on a fait un travail avec l'IA pour pouvoir faire un résumé concernant l'événement. Donc il fait référence à l'événement et l'intervention du CEPRA,
Donc le 5 novembre 1990 à 20h, le CNES reçoit de nombreux appels signalant un phénomène lumineux survolant la France. Le CEPRA, donc, était le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique de l'époque, en réponse, mobilise des ressources techniques et administratives pour gérer les témoignages recevant des appels pendant plus d'une semaine. C'était des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, voire plus, qui ont observé différents types de phénomènes durant un laps de temps, il faut savoir, entre 18h30 et 20h30. Donc c'est pas, il y en a la majorité située aux alentours de 19h, mais beaucoup ont été notés avant et après l'heure dite effectivement de cette rentrée. Donc le 9 novembre, le CNES confirme qu'il s'agit de la rentrée atmosphérique d'un troisième étage du lanceur soviétique Horizon 21. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu une photo, enfin un schéma en fait de la fusée Proton qui a envoyé donc ce satellite. Analyse des témoignages selon cet organisme. Un total de 1108 documents a été recueilli, comprenant 203 procès-verbaux de gendarmerie et 860 témoignages de particuliers. Donc depuis, on peut peut-être multiplier par 10 le nombre. Ne serait que nous, au niveau de... Enfin, on en parlera quand on parlera des phénomènes en Anjou et en Touraine, c'est déjà considérable à l'échelle d'un département. Alors imaginez, sur déjà deux départements, on n'a même pas pu mettre tous les cas tellement il y en avait à analyser et à étudier. Donc les observations, donc là le mettre bien au niveau du... au niveau du CEPRA, les observations se concentrent entre 18h45 et 19h30 avec un pic à 19h. Et la durée du phénomène est estimée entre 30 secondes et 3 minutes. Regardez un petit peu l'amplitude quand même, pour un même type de phénomène. Et même on en a repéré à plus de 20h30 aussi. Les témoins décrivent un immense triangle lumineux avec des couleurs orange et une boule lumineuse blanche à l'arrière. Bon, là je mettrai un bémol également, dans le sens où il y a énormément de phénomènes différents. Il n'y a pas que des phénomènes triangulaires, même si c'est la forme la plus couramment repérée et représentée par les témoins. Mais il y en a d'autres. On y reviendra plus tard. Interprétation et rôle des médias. Évidemment, là aussi, c'est un résumé de l'ensemble des documents du CEPRA. Donc, la plupart des témoins n'ont pas cherché d'explications irrationnelles, mais les médias ont amplifié l'intérêt, générant des attentes et des spéculations. Donc, les témoignages de pilotes, bien que précis, ont parfois été interprétés comme une escadrille en formation, reflétant un contexte de tension au conflit du Golfe. Rappelez-vous, on était en pleine préparation de cette guerre. 2 témoins ont fourni des enregistrements photographiques confirmant la nature du phénomène. Un des deux, donc, il y a également un film qui a été pris par un professeur d'art plastique, le fameux film avec le triangle, entre guillemets, que vous connaissez peut-être. La conclusion du CEPRA, donc cet événement a mis en lumière la nécessité d'améliorer les moyens de détection spatiaux et de transmission d'informations en temps réel. La collaboration avec les médias était cruciale, mais également a soulevé des préoccupations concernant la psychose potentielle générée par de tels phénomènes. C'est encore le cas actuellement. Ici, vous avez le Telex. Donc ça, c'est extrait de l'ouvrage de Didier Gomez, L'heure des ovnis, que je vous recommande de vous procurer, qui est donc une reproduction du Telex émanant du NORAD, USS Spacecom, transmis au CEPRA par la NASA. C'est exclusivement, écoutez bien, à partir de ce document, que la presse va se faire l'écho d'une explication visant à rassurer la majeure partie de la population. Il y avait une espèce de psychose, plutôt une peur. On en reparlera plus précisément pour vous expliquer un petit peu l'état psychologique, même encore à l'heure actuelle, de certains témoins. Donc, vous pouvez noter sur ce document, il est indiqué Horizon 21, plateforme USSR, donc pour la Russie. Et notez bien, et Didier Gomez l'avait relevé aussi, plateforme signifie donc pas étage, mais c'est un élément de séparation. Donc c'est un élément beaucoup plus petit. Une fusée Proton, donc c'est quand même une belle bête, elle est très très haute, plusieurs dizaines de mètres, et l'élément en question serait situé à ce niveau-là, ici. Donc ce ne serait pas un élément de grande dimension. Et donc il serait rentré dans l'atmosphère à plus de 100 km. Imaginez un petit peu ce petit élément. Donc la trajectoire supposée de la rentrée, réajustée par rapport à, entre guillemets, à des calculs, prenant en compte la majorité des témoignages. Donc il y a une grosse proportion, une proportion importante relevant cette trajectoire au-dessus de la France. Alors ce qui n'explique pas les observations effectuées en Grande-Bretagne, ni celles qui en Italie et dans d'autres pays, sachant que des personnes observaient le phénomène vraiment au-dessus de leur tête. Et de grandes dimensions pour beaucoup,
avec des caractéristiques. Donc on pourra revenir notamment dans la deuxième présentation. Et là, vous allez être scotché, parce qu'effectivement, il y a des choses qui dépassent même l'entendement humain, les connaissances actuelles. Alors j'ai mis ce petit document parce qu'effectivement, on est encore dedans. Voilà. Les Russes ont toujours bon dos. Hein. OVNI, encore un coup des Russes. Donc c'était eux les responsables, indirects. Parce qu'il s'agissait donc en fait, Horizon 21 donc, avait été lancé 3 jours avant, donc serait rentré dans l'atmosphère donc le 5 novembre, donc 2 jours après. Et donc du coup, le calcul aurait été fait par monsieur Nering, hein, qui aurait donc calculé cette trajectoire. Voilà, qui reste encore ce phénomène encore hypothétique. On n'a pas les confirmations officielles hein, qu'il y a bien une rentrée atmosphérique à l'heure actuelle. Hein. Exemple de rentrée atmosphérique. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc ça a été prise depuis l'ISS. Hein. Alors, ce qui a été noté, ce que j'ai trouvé un petit peu marrant, c'est qu'en fait, ces photographies ont été éditées un 5 novembre, mais là en 2013. Est-ce le fruit du hasard ou pas? Je n'en sais rien, mais bon, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous le montrer. Ensuite, là aussi, hein, une caractéristique visuelle de rentrée atmosphérique. Hein. Donc on voit bien l'éparpillement des différents corps, enfin des différentes parties en fait de l'objet, provoquant en fonction du type de matériau des couleurs différentes. Mais vous pouvez le constater, c'est complètement erratique, hein, c'est aléatoire. Les témoins qui relatent ces faits ne relatent pas ce genre de petites choses. Après, c'est l'interprétatif hein, qui est porté, mais on y reviendra, mais on a des phénomènes qui sont vraiment conséquents, qui ne s'apparentent pas à ça et qui étaient au niveau du sol, pratiquement près du sol. Alors, je vous invite à aller voir aussi l'émission TV 7 sur 7, où Alain Delon donc, est interrogé par Anne Sinclair concernant ce fameux ovni. Alain Delon dit j'y crois pas du tout, etc., etc. C'est très intéressant parce que beaucoup, au vu des réponses en fait qui ont été apportées officiellement, beaucoup de personnes se sont offusquées hein, quand déjà la réponse je dirais qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont pu observer ce soir-là. Donc voilà pour cette présentation succincte. Est-ce que vous avez des questions, des choses à rajouter par rapport à ça hein? Le dossier est très complexe, hein, très complet. Hein, juste pour résumer, hein, on a une pile comme ça hein, de dossiers. Je crois que c'est les dossiers du 5 novembre qui sont les plus lourds en termes de cas. Hein. Bon là, vous voyez, on n'est pas dans l'interprétatif. Hein, on est vraiment dans le côté factuel, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas hein, de ce point de vue-là. Pardon, bonjour. C'est pas Bonjour. vraiment une question, juste une petite anecdote. C'est assez frustrant pour moi cette histoire parce que je fais parfois des veillées avec mes jumelles. Et ce 5 novembre 90, j'étais à Tours et je suis pas sorti dehors, j'ai rien vu, malheureusement. Voilà, c'est tout. Mais c'est frustrant parce que Alors, j'en ai entendu parler après dans la presse. la frustration, moi je l'ai d'autant plus que ce soir-là, j'étais aux Beaux-Arts, parce que j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Nantes. Et puis, en tant que jeune étudiant, on refait le monde, hein, tout d'un picon bière, machin, bon, voilà, hein, les rois du monde, hein, on est en 90, hein, il y a encore beaucoup de choses possibles à faire. Et donc, j'avais un ami qui, lui, habitait en SNI. Donc, il est parti un petit peu plus tôt. Donc, il devait aller prendre son train à partir de la gare de Nantes. Et donc, il est passé au niveau de la cathédrale de Nantes. Et au-dessus de la cathédrale de Nantes, plusieurs témoins me l'ont confirmé. Vous avez un ovni de forme triangulaire, noir, stationnaire, qui masquait les étoiles au-dessus de la cathédrale de Nantes, ce soir du 5 novembre 1990. D'accord. Par contre, effectivement, là, je vous suis complètement. Quand on étudie le dossier, on voit bien que c'est pas uniquement. D'abord, c'est par rapport à la trajectoire. Il y a eu des observations en dehors de cette trajectoire de la fusée Proton. Et puis, c'est pas uniquement ce triangle noir qui est observé. Et puis, il y a eu effectivement des phénomènes stationnaires. Quand un objet fait une rentrée atmosphérique, il stationne pas, quoi. Hein, c'est comme une toile filante, quoi. Voilà. Il y a des caractéristiques visuelles, effectivement, qui ne trompent pas. Surtout de part. Alors, je me suis interrogé, j'ai posé des questions par rapport à un astronome. Je lui ai dit voilà, ce type d'objet à 100 km, à bout de bras, si on pouvait le mettre, ça serait grand comment? Comme ça. Pas plus. Alors que les témoins, et notamment ceux qu'on a enquêté, qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages et au niveau de la presse, font état de phénomènes qui couvrent certaines fois l'intégralité de leur champ visuel, une ville au-dessus de la ville. Oui, on voit bien que c'est pas ça, quoi, effectivement.
Alors, tous les cas qui nous ont été rapportés sur le 5 novembre 90 ne peuvent s'apparenter à une rentrée atmosphérique. Et même les témoins, même 35 ans après, viennent nous voir en disant eh ben, je suis encore sur le cul, je suis encore impressionné, choqué, j'ai peur, ou alors j'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement gracieux, tellement hors du temps que ça reste un événement marquant et pérenne dans leur vie. Une dernière chose, c'est effectivement les chercheurs ont remarqué qu'à chaque fois qu'il y a il y a une vague comme ça, on a l'impression que le phénomène, alors c'est une impression, hein, c'est une interprétation que je fais, essaye de se calquer un petit peu un côté, il y a un aspect un peu mimétique avec quelque chose qui est conventionnel, qui s'explique, quoi. Comme là, la fusée Proton, comme par hasard, il y avait cette fusée Proton qui est rentrée dans l'atmosphère à ce moment-là, et on dirait que le phénomène en a profité un peu pour se manifester. Enfin voilà, c'est une hypothèse qu'ont fait certains C'est chercheurs. une hypothèse tout C'est à assez fait. étrange. Moi, je l'avais évoqué avec Joël Ménard, mais je dis simplement, si on prenait le postulat inverse, en disant tout simplement, il n'y a jamais eu de rentrée atmosphérique, tout était fait de Ben ovni. L'hypothèse tient autant. Oui, c'est vrai. D'autres questions dans la salle, non? Parce que moi, Oui. je vous parlerai Ah, cet après-midi de certains cas ufologiques que j'ai enquêté avec Jean-Michel concernant le 5 novembre 90, mais qui ont été recueillis tardivement, puisqu'on les a fait en 2023, 24. Voilà. Oui, Patrice? excusez-moi, Ah, j'ai pas oui. parlé assez vite. Oui, allez-y. En 90, bon, j'avais 9 ans, donc moi, il n'y a pas Ouais, de... C'est réglé. c'est raté, là. Je voulais revenir sur la présentation et notamment le compte-rendu de la NASA, où Oui. vous évoquez le fait qu'il y ait marqué plateforme. Alors, faisant un peu de recherche, moi aussi, dans le domaine, on va dire, en général, les Américains utilisent le mot plateforme pour toutes sortes de matériel, que ce soit un avion complet ou pas. Mmh. Donc là, la plateforme, qu'est-ce qui fait que l'auteur, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas trop. Bah, il est là, Didier Gomez. Ah, ben d'accord. Est-ce que monsieur Didier Gomez pourrait venir ici, s'il vous plaît? Ah. Oui, c'est Une question concernant le texte que tu reproduis dans ton ouvrage, concernant l'heure des ovnis, par rapport à la plateforme. c'est pas un problème. En fait, dans le telex originel, bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon. Dans le telex originel qu'on avait récupéré de la NASA, le terme de plateforme, en fait, correspond à, au troisième étage de la fusée Horizon 21 qui s'est détachée. Et il y a des débris en fait qui se sont condensés dans l'atmosphère et c'est ça. Enfin, moi personnellement, je suis témoin du 5 novembre, donc je discutais avec, c'était avec toi ou avec Rémi, je sais plus. C'est dans Lumière dans la nuit numéro 310, il y a mon témoignage. J'avais fait l'enquête avec Joël Ménard. Et donc, effectivement, moi, je suis témoin de la rentrée atmosphérique, de la rentrée des débris du troisième étage du satellite Horizon 21. Voilà ce qu'on avait récupéré à l'époque, que j'avais retranscrit dans le bouquin, parce que mais c'est surtout, c'était pas par rapport au terme plateforme, c'était surtout par rapport aux horaires. Parce que c'est ce que j'ai démontré dans le bouquin que j'ai sorti sur les enquêtes que j'ai fait dans le département de l'Eure et de la Haute-Normandie, c'est que les horaires observés ne correspondaient pas du tout avec l'heure de rentrée des débris. Donc c'est ça surtout qui était intéressant, c'est qu'il y avait une rentrée atmosphérique et Joël l'a démontré dans Lumière dans la nuit aussi, puisqu'il y a consacré plusieurs années et plusieurs numéros, qu'il y avait eu bel et bien une rentrée atmosphérique. Donc au départ, certains ufologues disaient non, mais en fait c'est pas la rentrée. Enfin moi ce que j'ai vu c'est la rentrée. Mais il y a eu en même temps, il y a eu des tas de témoignages de choses qui sont observées au ras des toits. Qui ont fait du surplace, qui sont repartis dans l'autre sens, avec des éclairages au sol. Je vous présenterai un témoignage demain dans le département de l'Eure où enfin, je vais pas refaire ce que je vais dire demain, mais c'est la couverture du bouquin L'heure des ovnis, où il y a une structure triangulaire qui a éclairé une cour de ferme. Donc ça peut pas être la rentrée. Ça peut pas être des débris spatiaux qui font ça. Voilà. Et ça, c'est les documents qu'on avait récupérés à l'époque. Ouais.
Juste pour rebondir et revenir sur le compte rendu du CEPRA, donc le téléfax qui a été donc envoyé concernant ce que vient de dire Didier Gomez, fait état d'une descente le 5 novembre à 18h06. Donc après, donc du coup 19h06. Effectivement, donc ça correspond pas donc à cette fameuse 19h. 19h permet d'englober autour de 19h finalement. Et donc la rentrée, hein, elle se situerait donc selon le CEPRA à 103 km d'altitude. Imaginez bien ce que c'est. Et à 83 km lors de sa sortie au-dessus de l'est de la France. Pour un corps quand même de petite dimension. Alors, on a récupéré, donc parce qu'effectivement, il y a encore en ligne les PV de. On a encore en ligne les PV de gendarmerie concernant des témoins. Donc regardez, ça vaut le coup d'œil parce que tout n'est pas caviardé. Vous avez des éléments qui vous permettent peut-être de retrouver des lieux précis. Mais aussi, il y a aussi des choses qui ont été volontairement occultées pour ne pas montrer, je dirais, tellement l'intensité du phénomène et les caractéristiques des phénomènes observés. Ça, c'est une première chose. Et pour en revenir concernant les horaires, les premiers cas ont été bien constatés à 18h30, les derniers vers 20h30. Et alors que le CEPRA note 18h45, 19h30, ce qui permet d'avoir une moyenne en fait. Alors, bonjour Philippe Grimpe du Sceau. Et j'ai été frappé sur le mot plateforme, ça m'a rappelé le témoignage de gendarmes. Alors, je suis incapable de dire si c'était des gendarmes belges ou français au 5 novembre 90 qui avaient assisté à quelque chose et ils parlaient justement de quelque chose de la taille d'une plateforme, mais c'est-à-dire quelque chose de très grand, très sombre, très lent. Et à un moment, ils étaient sur une colline et donc ils voyaient la plateforme à une certaine distance et c'est quelque chose qui, pour eux, qui était immense. Hein. Et là, c'est vraiment, euh, pour eux, ça les a très étonnés, quoi. Ils comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Je te rejoins tout à fait. Ce qui est notable, et justement ce qu'on va développer demain, savoir exactement à quelle heure précise il y aurait une rentrée atmosphérique ou pas, c'est pas tellement notre propos. On n'arrivera pas à se mettre d'accord, on n'a pas tous les éléments. Il y a des gardes-clochers entre ça et ça. Nous, ce qui nous importe, c'est surtout de revenir aux faits, de revenir au témoignage, remettre le témoignage au centre, au cœur des recherches. Et demain, d'ailleurs, on aura l'occasion de vous présenter avec Didier Gomez des cas effectués par des pilotes et notamment un pilote d'hélicoptère qui observait les phénomènes sous son hélicoptère. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, à savoir, donc effectivement, on peut constater que le phénomène était bien présent, bien visible. Après, on reviendra demain sur radar par radar, phénomène dit matériel ou non matériel, mais toujours est-il que, en revenant sur le terrain des faits et des analyses qu'on a pu mener, bah, les témoins restent fortement marqués. Il y a vraiment une dimension psychologique qui ne peut pas s'apparenter à un pet de mouche dans le ciel, quoi. C'est cette quand vous avez une observation, quand vous voyez quelque chose dans le ciel qui est lent, quasiment stationnaire, qui vous bouche l'horizon et qui cache les étoiles, vous pouvez pas vous dire mais qu'est-ce que c'est alors qu'une rentrée atmosphérique avec les frictions, vous avez quand même un effet de lumière lié à l'échauffement des matériaux. Ouais, il y a des particules qui s'échappent. Mm. Mais tous les jours, vous avez des satellites qui rentrent dans notre atmosphère. Bien sûr. Bon, il a plus de chances voilà, de s'écraser en mer que sur les terres, mais toujours est-il que ce type de phénomène est fréquent. Hein, on reviendra demain concernant des cas en juin, où maintenant les gens ont plus des problèmes, je dirais, de compréhension de ce qu'ils perçoivent par rapport au Starlink, par rapport aux Ouais, fusées, etc. d'interprétation. Ouais. Mais quand les témoins vous disent que ça couvre l'intégralité de son champ visuel, que le phénomène se déplaçait très lentement, qu'il y a eu un effet hausse tout autour, que vous avez l'impression que le monde vient au ralenti, qu'ils sont dans une autre dimension, dans une autre réalité, là on passe à un autre niveau que simplement quelques débris spatiaux observés et observables. D'autres questions, non? Où? Dans le micro, il arrive.
Alors oui, j'avais une question par rapport à, enfin c'est pas une question, c'est plus une observation. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Tu as cité tout à l'heure la guerre du Golfe, et ça c'est intéressant aussi de savoir que la guerre du Golfe a commencé en août 2090, si ma mémoire est bonne, et se terminé en début d'année 91. Là, on est quasiment au milieu de la guerre du Golfe. Et en fait, on sait, quand on replace les choses dans leur contexte, qu'il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI, donc étymologiquement d'objets volants non identifiés, pendant les guerres. On en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, avec les fameuses, j'oublie le terme, Foo Fighters, merci. Et puis au Japon, il y en a eu également. On a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, des dirigeables fantômes. On a eu aussi avant, avec la vague des dirigeables fantômes américains, mais pas que. L'Europe a aussi été concernée. Donc c'est intéressant de replacer les choses dans leur contexte et se dire qu'on a quand même des observations d'OVNI qui surveillent nos conflits, en tout cas les grands conflits, les conflits majeurs. Alors, j'ai pas assez d'éléments pour parler de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, mais il est fort possible qu'il y en ait. Il y a eu, effectivement, durant la guerre du Vietnam, il y a eu des témoignages de soldats qui ont observé Oui, je l'ai oublié, oui. des phénomènes ovnis également. Et puis récemment, tu as toute une série de drones au niveau des aérodromes, aéroports. Bon, après, voilà, l'explication, c'est encore les Russes. Et c'est vrai que non, faut pas oublier non plus les différents drones américains de l'an dernier, hein, et pour lequel il y a beaucoup de choses. Et là, c'est pas les Russes. N'oublions pas, et ça, Stéphane Royer en parlera, notamment concernant les Drovni. Les Drovni qui ont survolé nos centrales nucléaires en 2014 et 2015. Hein, Pas que les centrales. et pas que les centrales, des sites sensibles. des sites sensibles, avec des phénomènes là aussi où on a très très peu d'informations, parce que même si c'est filmé dans les centrales, il y a quand même une compagnie de gendarmerie, c'est cover-up total. Et c'est quand même là aussi des sujets très, très pointus et pour lesquels effectivement les langues se dédient pas beaucoup, voire très peu. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant cette vague? Est-ce qu'à travers ça, ça a pu mieux vous éclairer, mieux vous donner envie de découvrir, de lire? On a fait un certain nombre de panneaux en conséquence que vous pourrez voir dans le hall où il y a beaucoup de documents, beaucoup d'informations. Mais c'est un sujet qui est très riche, qui est très pointu et qui est pas simple du tout à traiter au vu du nombre de documents et le temps à passer. Hein. Ouais, ça fait 35 ans. Donc. Merci. Oui, c'est un sujet vraiment intéressant et important que je connais pas extrêmement bien pour être franc. Et donc la Touraine, enfin l'Anjou, la France, la Belgique et quel autre pays? Eh ben, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne et par extension aussi la Russie. Et je suis tombé sur un blog de quelqu'un qui a fait des recherches concernant le 5 novembre et on a des phénomènes aussi observés durant le même laps de temps. Donc là, on est quand même sur une vague, sur une très longue durée, une très longue distance et c'est ça qui est étonnant. Il est très très étonnant. Et on ne sait pas tout. À une époque, ils avaient mis en ligne au niveau du CEPRA les témoignages des pilotes. On le cherche désespérément. Ça avait été mis un jour sur Ufomania, le site, mais impossible de mettre la main dessus. Ces documents ont été effacés, n'ont pas été repris, donc officiellement. Mais allez voir sur le site du GEPAN, hein. Il y a des informations, vous avez des des centaines de pages concernant des cas d'observation. Bon, soyez pas surpris, hein, tous les éléments les plus importants, concernant évidemment l'identité du témoin, les lieux précis, hein, sont occultés, mais ce qui est occulté aussi, c'est les caractéristiques de vol, et notamment les croquis, beaucoup de croquis des phénomènes observés. Parce que là, évidemment, c'est dérangeant. Mais c'est dommage, effectivement, comme je disais en préambule, c'est que le milieu ufologique ne relaye pas l'information, ne s'intéresse plus à cette vague, alors que, récemment, on a fêté les 70 ans de la vague de 54, on en revient en 1947, là, on est quand même sur de l'histoire contemporaine, on est à 35 ans, ce qui reste quand même encore un sujet d'étude. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire mes premières enquêtes sur le 5 novembre 90 en 96-97. Malgré tout, 6-7 ans se sont passés. J'ai aussi pu rencontrer quelques témoins de 1954, heureusement. Mais il est vrai qu'avec le recul du temps, voilà. Mais moi, je me rappelle le lendemain, quand le copain m'a raconté ça, j'ai acheté le journal. Et curieusement, l'histoire, elle a été effacée pendant des années. C'est comme différents témoins, on en parlera demain. Ils observent quelque chose à une dizaine comme ça, ils sont subjugués par ce qu'ils voient, ça dure un temps pas possible.
chacun part de son côté, comme ça, sans discuter. Ils se revoient pas, ils commandent pas. Donc, Merci. Oh, c'est juste pour dire que c'est un petit peu comme une certaine autopsie. La rentrée atmosphérique a vraiment été employée comme une arme de destruction massive, hein, sur la vague de 90. Elle est censée tout expliquer et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. ouais, tu penses que c'est effectivement. Bon, moi, je pense que c'est cacher une certaine chose qui sont dérangeantes, mais c'est vrai que quand on voit les réactions des témoins, bah, je sais pas comment j'aurais réagi. Il y en a qui ont eu peur, il y en a qui ont été subjugués, il y en a qui ont trouvé ça absolument magnifique, majestueux. Comme je vous dis, je l'évoquerai pas demain ce cas-là. C'est un cas que j'ai récupéré, un cas d'un jeune homme qui était en train de travailler, en train de réparer un bout de sa toiture dans l'Ain. Et donc il commence, c'est marrant, il se dit tiens, bah, faut absolument que je tourne la tête. Et donc il a observé un phénomène majestueux, très très grand, de grande dimension, et il s'y met à crier pour appeler ses parents. Ses parents qui étaient juste à côté n'ont rien entendu. Il était seul au monde face au phénomène qu'il observait. Et dans une ambiance cotonneuse, et c'est ça qui est vraiment, je trouve, très très important dans l'étude, l'analyse justement de ces cas du 5 novembre 90. Hein. Demain, je vous montrerai des choses, on reste sur le cul, hein, et les témoins restent sur le cul 35 ans après. Alors, considérons qu'il y ait bien cette rentrée atmosphérique et d'autres observations qui correspondent, par exemple, à cette plateforme silencieuse. Est-ce que on a eu des rapports de signature radar lors du 5 novembre 90 qui seraient un peu suspectes, qui expliqueraient des observations? Alors moi, les quelques informations que j'ai sont deux types d'informations. D'aucuns disent officiellement pour les radars civils, il n'y avait pas de traces radar. D'aucuns disent, parce que les radars militaires n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les mêmes altitudes, les mêmes compétences. Moi, j'ai un ami qui est décédé maintenant qui disait que lui, selon certaines sources, mais là aussi à mettre entre guillemets, certains phénomènes pouvaient se déplacer instantanément à 300 km en une seconde. Donc en fait, se matérialiser, dématérialiser, voilà. Bon, après, je n'en sais pas plus, mais il va de soi que les militaires n'ont pas officiellement dit qu'ils ne l'avaient pas vu ou vu au radar. Enfin, tout ce qui est radar, c'est pas top secret, mais le cas de Saint-Marc-la-Pile, là, à Saint-Marc-la-Pile, il y a des radars qui vont assez loin, hein, puisqu'ils couvrent le nord de l'Europe. Et à Saint-Marc-la-Pile, il y a eu une grosse observation d'un triangle à basse altitude. Hein. Et je crois que Annie, son mari, il n'était pas à la base, il travaillait à la base. Et il disait qu'ils étaient régulièrement, ils avaient des spots sur leurs écrans. Hein. Bon, après, ça reste militaire. Parce que c'est secret défense, tout ce qui touche au ciel, ça concerne la sécurité du pays, donc ce genre d'information n'est pas divulgué. Ou alors à petite dose par des militaires en retraite, mais bon, souvent c'est trop tard. Et puis bon, après, ils ont peut-être un devoir de réserve de rien dire. Donc, J'avais entendu parler d'une signature radar qui mettait en lumière la région de Taverny. La région de Taverny, c'est une région un peu stratégique, puisqu'on a le centre de commandement de nos armes nucléaires. Oui, bah, de toute façon, ça fait partie des sites ouais, sensibles, ouais, c'est des sites sensibles. Mais Saint-Marc-la-Pile, c'est vrai que les installations, une partie des installations, vous pouvez les voir sur Google Maps, ça sont floutées, mais une grosse partie est souterraine. C'est immense, hein, la base de Saint-Marc. Bon, celle de Tours, c'est fini. De toute façon, c'était une école de chasse. Mais reste Saint-Marc et c'est un gros complexe. Et eux, ils ont régulièrement des traces sur leurs écrans. Voilà. Après, de ce que on nous a dit, hein, je n'ai pas été vérifié sur place, parce que de toute façon, on est ce genre d'installation, il n'y a même pas de photos, il n'y a rien, quoi. Mais pour le 5 novembre, ce qui est complexe aussi, c'est qu'on a quand même des observations à très basse altitude, hein, estimées même par des témoins, aguerris. Hein, prenons l'exemple, on en parlera demain, l'exemple de Jean-Gabriel Grelet, hein, l'exemple du pilote d'hélicoptère avec et bon d'autres cas où effectivement là on se dit mais c'est avec comme disait Stéphane Royer, c'est qu'effectivement avec des faisceaux comme on dit pardon Didier Gomez, donc avec des faisceaux de lumière tronqués, hein, qui éclairaient le sol, des caractéristiques de vol avec des vols stationnaires sans bruit.
Je vous présenterai cet après-midi avec Rémi des cas à côté de chez nous, hein, pas besoin d'aller bien loin, hein, durant cette vague du 5 novembre 90 pour constater qu'il y a des phénomènes qui échappent à toute explication conventionnelle, encore moins d'un point de vue aéronautique. Et c'est là justement où cette vague a le mérite d'exister, d'être occultée médiatiquement, d'être complètement l'affaire est classée, même si même quelques années après, le GEPAN a reconnu que dans la vague il y aurait pu y avoir autre chose. Mais je crois que sur le moment, ils n'ont pas ils n'ont pas voulu réagir parce qu'ils étaient dépassés par les événements. À savoir que la terminologie de cette fameuse vague d'observation, elle s'intitule dans le milieu militaire la soirée ou la nuit des généraux. Voilà, vous avez tout compris. Surtout qu'il y a certaines observations qui sont différentes au niveau du déplacement de direction, donc qui ne concernent pas du tout la rentrée atmosphérique. C'est ce que s'attachait à chercher Joël Ménard aussi. Des cas atypiques. Monsouro, par exemple, on a enquêté avec Jean-Michel sur les hauteurs de Monsouro. Des questions? Juste une observation, on parlait des radars. J'ai fait quand même pas mal de recherches sur les radars. Et il s'avère que les radars en France, mais dans l'ensemble des pays, il y a le radar primaire qui va choper les sources brutes. Bon, j'apprends rien aux anciens, je pense, mais ce qu'il y a, c'est que les radars vraiment de contrôle, ça va être tout ce qui est IFF, enfin, tout est déjà déterminé. Dès que quelque chose sort des détections normées, si je puis dire, donc de tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire missiles, avions, éléments de l'ennemi, enfin de l'adversaire, automatiquement des logiciels sortent de ces radars les détections un peu étranges, on va dire. C'est tout de suite sorti en fait. C'est pour ça que le GEPAN demande en général les traces radars, mais les traces radars primaires qui, elles, gardent l'ensemble des traces. Pour le cas du pilote là d'Air France du Bosque, c'était le cas. Ils ont récupéré la trace radar primaire, mais ça avait été sorti des radars. Ça avait effectivement été au-dessus de Coulommiers, je crois, en région parisienne. Bon, d'ailleurs, ce qui est pas anecdotique, mais effectivement, le commandant du BOC est décédé, personne ne l'a su, et au niveau médiatique, il n'y a eu aucun relais. Pourtant, c'était quelqu'un qui, mordicus, a quand même observé un objet de grande dimension de forme lenticulaire, ainsi que l'équipage. Et là aussi, effectivement, bon, ça part dans l'oubli du temps. C'est comme beaucoup d'archives ufologiques et autres. C'est pour ça heureusement qu'on a le sceau qui permet de protéger et préserver pour les générations futures ces ouvrages, ces choses. Et d'ailleurs, il va vous dire un petit mot, Gilles Durand. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on est 3 membres du sceau ici. Philippe Drab, Patrice Galacteros, qui est également le responsable d'OVNI Paris. Voilà, donc le sceau est une association qui a été créée en 1990 sur le constat de la disparition des archives des pionniers de l'ufologie française, entre autres. Et pas que, hein. Dans d'autres pays, ça s'est passé aussi comme ça, en Espagne ou en Belgique par exemple. Et donc on s'est réunis en février 90 et puis on a décidé de créer une association. On a trouvé comme nom SAU, donc Sauvegarde Conservation des études et archives ufologiques. Et donc au bout de 35 ans, on a des tonnes d'archives. Elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à leurs propriétaires, même si on a signé un contrat ensemble. Et elles sont donc destinées à être déposées aux archives nationales, donc à Pierrefitte-sur-Seine, en région parisienne, ou dans les archives départementales où les ufologues indépendants ou les associations ont été actives. C'est pour ça qu'on a un fonds d'archives dans les Bouches-du-Rhône. On va d'ailleurs le mois prochain descendre 18 caisses d'archives aux archives départementales, les archives du fonds SOS OVNI. Et donc on a également un fonds d'archives à Metz, où il y a les archives du CNEGU, enfin des associations qui étaient membres du CNEGU à l'époque, et également à Nancy, les archives du fonds donc GPUN, donc le groupe privé ufologique nancéen. Voilà, donc on a également des bibliothèques, parce que les livres ne sont pas pris par les archives du fait du dépôt légal.
Donc on a été obligé de trouver une autre entrée, c'est-à-dire des bibliothèques publiques, mais à vocation patrimoniale, comme celle du Pontifroy à Metz, qui a donc qui peut vous proposer environ 1500 livres ufologiques. Voilà. Alors vous pouvez voir, notre stand est au fond là-bas. Vous pouvez aussi récupérer un triptyque qui vous présente notre association en détail. Et vous pouvez même devenir membre du Sceau, comme on peut devenir Anjou ou devenir un Touraine. Oui. Oui. De jeunes. Oui, de jeunes, d'accord, ok. Oui, on a besoin de jeunes et de moins jeunes aussi, parce que de jeunes dans leur tête surtout. Hein, voilà. Des déménageurs, oui, des déménageurs. Là, on va mesurer la taille des biceps à la sortie. Hein, voilà. Oui. Bien sûr, on fait de la numérisation depuis 15 ans maintenant. On fait de la numérisation. On a numérisé 3000 revues ufologiques francophones qui sont disponibles sur un site qui est en Suède. C'est le site de l'AFU, l'association pour l'inexpliqué. Et vous avez donc un item sur les revues françaises et vous avez toutes les revues françaises. J'exagère. Vous avez les revues françaises dont on a l'autorisation de mettre, dont on a obtenu l'autorisation de mettre en ligne, parce que juridiquement c'est compliqué. Hein, on ne peut pas mettre en ligne des revues si on n'a pas l'autorisation des rédacteurs en chef, des responsables d'associations, etc., etc. Enfin, il faut au moins une personne qui donne son autorisation. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Oui, justement, à propos des dossiers sur l'AFU, donc vous confirmez le phénomène spatiaux de GEPA, on a tout est numérisé. Moi, j'ai numérisé la plupart des numéros, 52 numéros, quoi. Il n'y a plus personne pour nous donner l'accord de les mettre en ligne. Ah oui. Voilà. Madame Fouret est décédée en 2018. C'est terminé. Il n'y a plus personne. Hein, sinon, il y a pour le GEPA, il y a le condensé là qu'on peut acheter. Voilà, exactement, le coffret, ouais. Mais autrement, qui vaut très cher quand même. Ouais. Il vaut même plus cher sur eBay qu'il valait à l'origine chez l'éditeur. Il est à 240. C'était un cadeau de Noël pour moi. Oui, c'est ça, c'est un cadeau de Noël. Et sinon, ça aurait pu être Joël Ménard qui aurait pu donner son accord. Mais comme il avait certaines réticences vis-à-vis du Sceau, il n'a jamais répondu. Voilà. Eh oui. Ah bah je l'ai dit il y a 2 secondes. Je suis désolé. Faut suivre. Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Voilà. Alors, il y a une petite histoire derrière cet acronyme. C'est qu'en fait, le premier gros fonds qu'on a sauvegardé, c'est celui de Michel Monnery. Certains vont dire, oui, c'était un sceptique. Ok, d'accord. Mais enfin, bon, il avait fait des dizaines et des dizaines d'enquêtes, donc dans le cadre de Lumière dans la nuit. Et en fait, il était sigillographiste aux Archives nationales. C'est-à-dire, il s'occupait de la restauration des sceaux. Les sceaux, les tampons, hein, pas des imbéciles. Pas des sceaux de 3 litres. Voilà, je te repasse la parole. Gilles, juste une chose, il ne faut pas oublier que les archives, c'est pas seulement du papier, c'est pas seulement les livres, c'est que nous avons énormément d'archives maintenant, vidéo, les anciennes VHS, les CD-ROM, les disquettes, aujourd'hui beaucoup de documents numériques, tout doit être sauvegardé. On sait très bien que le problème du papier, bien sûr, n'est pas pérenne dans le temps, donc il faut réimprimer. C'est ce qui est le plus pérenne quand même. Hein. Oui, non, mais je veux dire que un livre d'il y a 200 ans est peut-être plus pérenne d'un livre d'il y a 5 ans. Oui, et qu'une disquette de 3 pouces et demi ou d'une VHS. Mais le problème justement, c'est que les documents numériques, il y a un problème. Dans 50 ans, est-ce qu'ils existeront encore ? Voilà. Pour ça qu'on arrive souvent à finir par le tirer sur une feuille de papier. Oui, bien sûr. Mais pour ça, j'ai toujours été partisan de... C'est totalement absurde, mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un double sauvegarde. Tu peux lui enlever le micro parce qu'autrement il va parler pendant 2 heures. Allez. Excusez-moi.
Pardon? Est-ce que- J'avais une dernière question. Enfin, j'ai pas mal de questions. Je suis désolé. Je parle beaucoup depuis ce matin. Je vais arrêter. C'est pas grave. Mais pour le saut, justement, Oui, dans le cadre vas-y. d'une recherche, Oui. admettons personnelle, Oui. sur quelque chose de particulier. Oui, un cas, une Ouais, observation, voilà. enfin, On tout ce que tu peut, veux. Ouais. on peut prendre liaison avec vous. Ouais, bien sûr, ouais. Et est-ce qu'on doit se déplacer dans les centres de stockage Ah pour bah faire oui, les recherches? pour la Ouais, plupart. voilà. Bah, il y a donc, on a un site internet sur lequel on a un accès à ce qu'on, nous on a un NAS, donc on a un serveur privé. Donc, on va vous présenter le programme de cet après-midi. Donc, vous aurez une conférence de Stéphane Royer et de Didier Gomez de 14h15 à 15h45, comprenant un moment d'échange avec le public. Donc, 2 intervenants autour, effectivement, de une attente, quelque chose qui est très attendu par le public, parce qu'on parle beaucoup de nucléaire, on parle aussi beaucoup de drones, de drovnis, de survol des centrales, survol des sites stratégiques. Et là, effectivement, on a vraiment pensé que c'était le meilleur moment de pouvoir faire venir de Paris et d'Albi, quand même, ces 2 intervenants rares autour de cette thématique. Cette thématique qui sera reprise le lendemain concernant les drovnis, les centrales, et le survol des centrales nucléaires, avec un autre intervenant qui est là. Donc c'est Monsieur Liard, c'est ça, écrivain, qui va présenter ça donc demain. Donc pour cet après-midi, donc le début de la conférence, on commencera pile poil à 14h15, qui durera jusqu'à 15h45, suivi de Rémi et moi qui allons présenter les cas d'observation en Anjou et en Touraine concernant le 5 novembre 90, notamment des cas inédits, des cas enquêtés, des cas de terrain. Tout ce que l'on va présenter au niveau d'OVNI Anjou, ce sont des témoins que nous avons rencontrés sur le terrain des faits, et vous aurez donc les représentations de leur part. Rémi, lui, va plus faire vous montrer le même type de choses, mais avec des réinterprétations des phénomènes observés. Parce que les cas qu'on a enquêtés avec Jean-Michel, on était carrément sur le lieu avec le témoin. Donc, oui, également. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir vraiment l'environnement et tout le reste. Même si on n'y a pas été de nuit. Mais, voilà. Mais c'est sur le terrain des faits avec le témoin qu'on se rend compte d'un certain de choses, et qu'on peut évidemment prendre des paramètres quant aux dimensions d'observation, voir un petit peu tout l'environnement, puis surtout la psychologie du témoin aussi qui est importante. Et on rend les rencontres. On ne sait pas sur Internet que ça va se faire. C'est pour ça qu'on défend Mordicus dans l'esprit de Joël Ménard, l'enquête de terrain. Mais tout en utilisant, n'oublions pas non plus les vecteurs de communication contemporains. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, on s'attelle véritablement à chercher de quoi il en retourne, mais sans interprétatif. On ne vous parlera pas d'hypothèses extraterrestres, d'autres dimensions. On vous dirait que ce ne sont que des hypothèses, mais on est sûr de rien. Ça reviendra peut-être dans les événements à venir. Et donc, ça sera de 16h15 à 17h15. Donc, il y aura une petite pause. Et après, donc, Charles-Maxence Laillé qui arrivera tout à l'heure, je ne sais pas s'il est déjà là, pas encore, qui nous fera un petit panorama, un panorama d'ufologie mondiale, donc les dernières actualités, nous dire un petit peu de quoi il en retourne. Et ça se terminera à 18h30 et on terminera la journée à 19h aujourd'hui. Voilà.